français parce que c'est ça, je me suis dit, toutes mes slides sont en anglais, fait qu'au moins les gens vont pouvoir suivre là, si c'est plus tough à comprendre le français. Dans le fond, Dispatch, quick overview of Neat Elixir features. Mon but au début, c'était de présenter un outil qu'on a bâti chez Mirego qui s'appelle Dispatch, qui est un outil open source qu'on a rendu open source dans la dernière semaine. Puis je me suis dit, au lieu de le présenter dans un meetup Elixir, c'est un outil qui est fait en Elixir, fait que je me suis dit, je vais présenter des features intéressantes Elixir utilisées dans cet outil-là. Dans le fond, on va regarder un peu comment ça fonctionne Dispatch, un peu vraiment rapidement, c'est quoi cet outil-là. Puis après ça, on va diver dans certaines features Elixir qu'on utilise dans notre codebase. Puis on verra après s'il y a des questions. Donc, comme Hugo l'a dit, je suis directeur du développement web chez Mirego. J'écris plus vraiment de code, j'aime encore écrire du code. La preuve, c'est que je tripe encore à travailler sur des outils open source comme Dispatch et Accent, là, même que Nicolas parlait. Dispatch, c'est un outil qui était previously interne, qu'on a maintenant en open source, qui nous sert à améliorer notre code review qu'on fait chez Mirego. On travaille, nous, on est comme 70-80 développeurs, on travaille sur plein de projets en même temps, puis on veut s'assurer que les gens qui travaillent sur leur projet, les pull requests qu'ils font pour amener du code dans un projet, ne sont pas juste reviewés par les 2-3 mêmes personnes tout le temps. S'assurer que si quelqu'un est un expert dans du Elixir ou dans du React, on s'assure qu'il review le code de plein d'autres équipes dans la compagnie. Donc, il n'y a pas vraiment d'outils qui existent pour faire ça. Puis on s'est dit qu'on allait en bâtir un pour répondre à nos besoins. Samuel, qui est un développeur qui est chez Mirego, qui a bâti la première version, peut-être 2-3 ans, en Ruby, qu'on a réécrit en Elixir, qu'on a réécrit avec d'autres bonnes pratiques récemment. Fait qu'en fait, je préfère une petite mini... aller voir un peu c'est quoi ce code-là, cet outil-là. Ça fonctionne avec un webhook GitHub, puis le résultat, c'est ça dans le fond. Là, on a un bot qui demande des reviews à chaque pull request, dépendamment de deux choses. Les gens qui ont déjà travaillé sur le projet, donc les contributeurs actifs, qui ont un bon ratio de commit récemment dans le repository, et selon le repository du projet dans lequel la pull request a été effectuée, les stacks. Donc, par exemple, on a des projets en Elixir, des projets en Ruby, des projets en React, en PHP, peu importe. Selon la stack du projet, on a certains experts qui sont désignés dans la compagnie qui sont appelés à reviewer ce code-là. Donc, ça se configure avec un webhook. Oh, pause. Dans le fond, ça, je ne ferai pas le tour au complet, là, mais dans le fond, c'est qu'il y a un concept des experts, des gens qui veulent apprendre. Donc, on expose aussi, par exemple, dans un code review d'une pull request Elixir, on demande à certains experts Elixir, le bot demande à certains experts Elixir de venir reviewer le code, et aussi à des gens qui veulent apprendre Elixir, à être exposés à certaines pull requests, de juste se faire dire, hey, Mathieu, tu veux voir une pull request sur 4 chez Mirego, voilà celle-là, tu devrais y take a look. On fonctionne aussi avec absence.io pour être sûr qu'on ne se fait pas demander de review lorsqu'on est en vacances. Fait que c'est bien fun. C'est bâti avec Elixir. C'est ça. Dans le fond, on a un fichier de configuration qu'on va pouvoir voir un peu plus tard qui sert à dire c'est quoi notre configuration de notre installation de Dispatch. Par exemple, nous, c'est déployé sur dispatch.mirego.com, mais c'est une application open source, fait que n'importe qui peut la déployer, configurer pour son organisation à lui. Les deux features qu'on va voir par rapport à Elixir aujourd'hui, c'est Mux et Agent. D'abord, on va regarder un peu comment ça fonctionne, ces features-là, dans un code Elixir assez simple. Et après ça, on va voir comment on les utilise dans notre outil Dispatch. En fait, Mux, mon emoji ne marche pas. Mux, j'ai menti, c'est pas vraiment une feature d'Elixir, c'est une third-party library qui a été créé par le créateur d'Elixir. Fait que on s'est dit que je me dis que ça fitait quand même là-dedans. C'est une librairie qui sert à moquer le comportement de certains modules Elixir dans des tests unitaires. Donc, contrairement à d'autres librairies qui existent en Elixir puis en Erlang, ça vient avec certaines contraintes. Donc, ça se base sur le concept de behavior que Elixir amène. Et ça vient avec quand même trois contraintes qui est on ne peut pas moquer n'importe quoi. On ne peut pas moquer quelque chose seulement juste quand on veut le moquer dans un test en particulier. Et ça nous force aussi à séparer, le concept de behavior nous force à séparer qu'est-ce qu'un
un module fait, puis en fait, qu'est-ce qu'un module devrait faire et comment ce behavior-là est actually implémenté en développement, dans nos tests, en production. Fait on va voir un petit exemple de comment MOX fonctionne. Bon, par exemple, j'ai un petit module ici qui est MyAppCalculator qui a une fonction extrêmement complexe qui sert à additionner deux nombres. Comment MOX fonctionne? Il va fonctionner avec un concept de callbacks ça c'est une fonction de Elixir. Là, à date, on ne parle pas de MOX encore. On va définir un behavior qui est un comportement de comment un module devrait se comporter. Par exemple, un module qui implémente le comportement de behavior devrait avoir une fonction add qui prend comme argument deux integers et qui retourne, il manque un espace entre les 2 points et l'integer, qui devrait retourner un integer. Donc, par exemple, si on dit que notre module MyAppCalculator effectivement implémente le behavior calculator behavior, sur ce code-là, ça va compiler, ça ne fera pas de warning à la compilation. Par exemple, si on dit que, si mettons je rajoute un troisième argument ici, bien, quand on va compiler notre module Elixir, on va avoir une warning en disant ta fonction add, elle prend 3 arguments, mais elle dit qu'elle implémente la fonction add de 2 arguments de calculator behavior, donc ça va nous faire une erreur. Donc déjà, ça nous force à écrire du code un peu plus solide, un peu plus documenté, un peu plus strict. Bon, c'est comme ça qu'on pourrait utiliser ça dans notre code ici, par exemple dans MyApp. On peut supposer que MyApp.calculator, dans un cas ici, on se dit qu'on veut le moquer dans les tests parce que ça fait une méga computation compliquée, ça ping un serveur externe ou ça fait un side effect qu'on ne veut pas dans nos tests unitaires. Fait que c'est comme ça qu'on va l'utiliser. MOX fonctionne avec un concept de, comme je disais, de behavior. Lorsqu'on va utiliser des services externes dans une application comme ça, on va s'assurer qu'on ne veut plus utiliser MyApp.calculator directement parce que MOX, on va vouloir que dans nos tests, ça ne soit pas on ne veut pas que dans nos tests, ça soit MyApp.calculator qui soit utilisé, on veut que ça soit un objet de mock qu'on va pouvoir moquer après ça dans nos tests. Fait que comment ça fonctionne, c'est qu'on va se définir une fonction comme c'est ici qui va nous permettre de, selon l'environnement, selon notre environnement MIG, donc développement, test ou production, on va vouloir injecter un service différent, un client en fait qu'on pourrait appeler différent. Et dans nos tests, comment on va implémenter ça? C'est, on va se créer un mock, c'est là qu'en fond que MOX commence à arriver là. On se définit un mock, calculator mock, qui implémente un behavior. C'est ultra important encore une fois, le lien avec le behavior, c'est calculator mock implémente calculator. On va pouvoir seulement mocker des fonctions qui viennent de ce behavior-là. Et comment on l'utilise dans notre code, c'est que au niveau de l'application, on va dire, le calculator de MyApp, c'est ce module-ci, mais dans nos tests, on va y fournir le mock. Ce qui fait en sorte que ce code-là va fonctionner. Dans les tests, c'est le calculator qui va être utilisé, qui va caller la fonction add, ça va être notre mock, notre calculator mock. Et dans nos tests, comment ça s'implémente, c'est, on va utiliser setup, en fait, il manque un petit import de MOX pour importer la fonction verify en exit qui va s'assurer qu'à la fin de nos tests, les fonctions qu'on expecte sur nos mocks, par exemple ici, je m'attends à ce que mon mock soit callé une fois avec la fonction add. Peu importe les arguments, je veux que ça retourne 999. Après ça, dans mon hashtag, je vais pouvoir dire, quand je call MyApp, elle va caller le mock dans son code. Et par exemple ici, je m'assure que ça retourne the result is 999 parce que on voit ici que mon mock a fonctionné. Et setup verify and exit, lui, ne raisera pas d'erreur parce que la fonction a été appelée lorsque le test finit. Comment est-ce qu'on utilise ça dans Dispatch? Évidemment, Dispatch, tantôt comme j'ai mentionné, on interagit avec les API de GitHub, on utilise absence.io pour gérer nos vacances, puis même notre configuration, le fichier que j'ai montré tantôt là qui définissait ce qui est les experts, ce qui est les learners, c'est quoi la blacklist de gens qu'on veut jamais qu'ils soient requestés. On veut stocker ça dans un environnement externe. On veut pas que ça soit dépendant dans nos tests. Donc, on veut pas dépendre des intégrations aux services externes, évidemment, dans nos tests. Fait qu'on utilise MOX pour découpler l'implémentation du service externe versus actually, c'est quoi le behavior du service. Fait que, par exemple, ça, c'est notre client. Dans un client qui interagit avec GitHub, qui va aller fetcher les contributors du projet et qui va demander les reviewers pour une pull request, on va se définir un behavior. Donc, un client
qui interagit avec un repository dans Dispatch, c'est ça. Il n'y a aucune notion là-dedans de GitHub. C'est vraiment un client qui interagit avec des repositories doit implémenter ça. Comment après ça on l'implémente dans notre GitHub client? Bien, on dit ce module-là implémente ce behavior-là, donc doit implémenter ces deux fonctions-là. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On utilise HTTP Poison qui va faire des requêtes HTTP, ce qui évidemment on ne veut jamais qui happen dans des tests. Ensuite, au niveau de la configuration, on va lui dire, bien, tout le temps, à moins de spécifier le contraire, c'est le GitHub Client que tu vas utiliser comme client de repositories. Et dans les tests, tu vas utiliser un mock client qu'on définit dans nos tests ici, notre mock client qui va implémenter le client behavior. Et dans notre code, encore une fois, comme tantôt dans mon calculateur, qu'est-ce que j'utilise? Bien, j'utilise pas GitHub Client dans mon code. Je vais dire l'implémentation du repository client de Dispatch. Et dépendant de l'environnement, je vais aller le chercher, ce module-là, dans l'environnement. Et après ça, je vais pouvoir caler des fonctions sur ce module-là qui m'est injecté dynamiquement au compile time. Donc, dans mes tests, après ça, je peux utiliser ce mock client-là et je peux le mocker. Par exemple, je ne veux pas faire un call à GitHub dans mon test, donc je vais dire que quand tu vas fetcher les contributors du repository Mirigo/foo, ben, retourne-moi cette liste de 3 users-là. Et quand je request des reviewers, peu importe avec le paramètre Mirigo/foo 45, peu importe la liste, une liste vide, retourne OK. Puis on peut voir que quand je call dispatch request reviewer, qui est ma méthode qui, elle, utilise les services externes qui, en temps normal, call GitHub, ben là, on peut voir que les reviewers qui ont été assignés, c'est ma liste que j'ai fournie au mock et que la réponse est OK. Il n'y a pas de call à GitHub qui s'est fait là-dedans parce que jamais le code au runtime de mon application ici a eu accès à GitHub. Tu sais, c'est pas GitHub est callé, mais là, mock le fait qu'on call GitHub. Si on fait juste dire à notre test, quand tu as à chercher des contributors, ben, la manière de faire ça dans des tests, c'est avec le mock client. Puis là, c'est là que tu peux mocker tu peux mocker la fonction qui est appelée. Donc, ça fait le tour pour Mox. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur Mox? Samuel? Guillaume, peut-être content parfois mettons, quand tu implémentes un behavior, ça, chaque méthode, il faudrait peut-être mettre une espèce de decorator avec IMPL ou une méthode qui dit quel behavior tu implémentes. Oui, on peut faire ça effectivement. J'ai vu le commentaire à Guillaume que j'ai ignoré. Est-ce que c'est mandatory ou c'est parce que moi, Tire Reserve faisait quand même la job de me dire que je n'implémentais pas les bonnes méthodes? On devrait-tu le mettre? L'avantage de le mettre quand tu mets at implementation, c'est qu'au compile time, si tu as une signature de fonction qui n'a pas le bon nombre d'arguments, c'est une erreur de compilation et non juste un warning. Ah, OK. Parce qu'il y avait un warning avant. Là c'est une warning. Par défaut, il y a un warning, mais quand tu mets at implementation, là, ça vient comme confirmer le compliance avec le behavior. En fait, plus tu es explicite, plus tu dis au compilateur, non, clairement, là, fetch emitter, c'est pas une méthode là, random, là, c'est clairement, voici mon implémentation. Donc là, le compilateur devient plus strict. Tu peux avoir des méthodes qui n'implémentent pas ton behavior quand même. Exactement. C'est super utile dans les modules que tu as plusieurs fonctions, dont certaines fonctions qui implémentent le contrat du behavior. Puis certaines pas. Aide à voir quelle fonction fait quoi. Exactement. Fait que c'est un peu ça. Là, ici, on pourrait mettre le A commercial, IMPL, le même behavior pour être encore plus explicite. C'est un peu ça là, ce qu'on peut faire. Autre chose? Non? Deuxième chose, les agents dans Elixir. Une quote qui vient de la Elixir Documentations. Agents are a simple abstraction around state. Quelqu'un qui voit ça pour la première fois. Je pensais que Elixir, c'est un langage qui était stateless. C'est quoi le rapport avec les states dans Elixir? Ben non, évidemment, il y a un concept de state dans Erlang. C'est que les modules n'ont pas de state, les fonctions n'ont pas de state, mais un process dans Elixir, ça a un state. Puis, je vais faire un peu la distinction de ça ici. Là, le concept d'un process dans Erlang, ça a un state. C'est ça le concept du process. GenServer est une abstraction par-dessus les process qui vient fournir un genre de façon standard de déclarer ces process-là pour handler des calls synchrones, des calls asynchrones, puis interagir avec. Puis Agent vient une autre abstraction par-dessus GenServer pour simplifier encore ça le plus possible pour vraiment être un module qui hold du data, pour pouvoir queryer, puis updater, puis changer le data d'un process individuel.
Fait que voyons voir comment ça fonctionne. C'est un truc ultra simple qui vient de l'exemple de la documentation d'Elixir. En fait, là, c'est lorsqu'on utilise l'implémentation de... En fait, quand on use agent, on a une valeur qu'on peut utiliser qui est le start link, qui est lorsque je start link d'un agent du module actuel, du process actuel, il va nous starter un process avec une valeur initiale. Avec un nom pour pouvoir bien l'identifier, pour pouvoir aller le rechercher. Puis après ça, dans le fond, ce state-là peut être récupéré avec agent get qui, lorsqu'on y passe une fonction, retourne le state. On peut faire du traitement sur ce state-là et ensuite on peut juste updater ce state-là en lui fournissant une fonction qui reçoit le state actuel et qui le change et qui donc devient ce state-là. Puis l'exemple est vraiment ultra simple, là, c'est... On commence un counter à 0, sa value, quand on va le chercher, c'est 0. On l'incrémente 2 fois, puis après ça, sa value, c'est 2. Dans le fond, c'est comme un genre de singleton, de state de singleton qu'on peut utiliser. Puis comment on l'utilise dans Dispatch? Tantôt, j'ai parlé d'un fichier externe de configuration. Comment ça fonctionne, c'est qu'on a un fichier qui est externe, qui est disponible via une variable d'environnement qui est configuration file URL, puis on stocke 3 listes d'experts, de learners et de blacklisted users. Puis, comment on s'est dit qu'on allait stocker ce fichier-là, ce state-là, c'est qu'on allait mettre ça dans un agent pour être sûr qu'il est toujours up-to-date, puis qu'avant qu'on se mette à interagir avec, bon, OK, je reçois une pull request, je dois assigner des reviewers, on va s'assurer que ce state-là est à jour et on va toujours pouvoir relyer on it parce qu'il va toujours être disponible pour nous au niveau comme global avec ce process-là. Fait que dans le fond, on a un JSON Static File Client qui utilise Agent et qui va starter ce process-là avec un state initial qu'on va bâtir. Puis, comment on fait pour bâtir le state? En fait, le build de state, c'est là dans le fond que le gros travail va se faire, c'est qu'on va aller chercher la configuration avec HTTP Poison. Encore une fois, on reçoit la variable d'environnement de la configuration. On prend ce fichier-là, on le parse, on assigne ses valeurs, puis là, boum, ce state-là, on le met comme state initial. Fait qu'à toutes les fois qu'on va pouvoir utiliser le JSON Static File Client, ce state-là, il est dans lui, il ne bouge pas, il est persisté en mémoire. Fait qu'ensuite, comment on peut aller le récupérer? Bien, on peut juste faire, va chercher le state, prend sa clé expert et va après ça, on choisit en argument une stack. Par exemple, donne-moi les experts de la stack Elixir, donne-moi les learners de la stack React et donne-moi les blacklisted users. Tout ça, c'est disponible via le state. Puis quand on veut rafraîchir ce state-là, ben c'est ultra simple, c'est qu'on rebâtit un peu comme le state initial, on va refetcher le fichier JSON, on le reparse, on réassigne la map avec les 3 clés et on met ce state-là dans le state du module. Puis dans le fond, quand on est rendu, un peu comme quand on a l'implémenté au niveau du modèle de base, là, en fait, de l'entrée du webhook, c'est on rafraîchit le state du client. Cette méthode-là est sync, elle n'est pas async, donc elle bloque le process. Une fois que cette ligne-là est passée, le state de l'agent JSON Static File Client est à jour, donc après ça, on peut caler des méthodes dessus pour caler, par exemple, les experts de Elixir. Ça fait le tour de Mox et de Agent. Les emojis sont vraiment bizarres. Ça, c'est vraiment l'emoji jaune là, de Wave. Et là, on dirait que Google le prend bizarre. Et dans le fond, je vous invite à aller voir Mirigo Dispatch, notre repo open source, qui est quand même une belle application Elixir avec des beaux patterns. Là. Guillaume travaille à un autre repo sur lequel il travaille, de mettre ça, de déployer ça avec Docker, avec notre setup Elixir et Docker. Si vous voulez contribuer, proposer des améliorations, c'est un tool qu'on utilise vraiment toutes les heures chez Mirigo. Il y a quelqu'un qui utilise ça parce qu'on fait des pull requests, on travaille quand même beaucoup de développeurs en même temps qui travaillent. Fait que si vous avez des améliorations à proposer là-dessus, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous parce que c'est un truc qui nous est vraiment précieux et que je suis pas mal sûr que ça peut être utile pour bien des gens. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions?